Day Trading, le podcast, saison 2, épisode 1, la fiscalité pour le trader actif. Un chaleureux bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. On est vraiment très heureux de lancer officiellement la deuxième saison du podcast. La première saison a été pour nous un grand succès et une grande fierté avec 18 épisodes. Et alors, donc, on a décidé de relever le défi d'une deuxième saison. Et c'est vraiment trippant. On est super excités. On a plein d'idées pour, dans le fond, des sujets pour vous stimuler le mental du trader en vous. Gardez en tête la mission. Elle reste la même. Hein? On veut démystifier l'art du trading pour permettre au plus grand nombre de personnes de devenir meilleures, puis par le fait même d'être plus profitables avec leur trading. Le sujet d'aujourd'hui est capital, très important. Hein? Il peut sembler peut-être répulsif pour certaines personnes, mais une chose est sûre, si on s'y attarde puis qu'on apprend à l'optimiser, bon, ça va faire une énorme différence sur nos résultats à moyen puis à long terme. On vous invite donc à ouvrir vos oreilles et à écouter avec attention parce qu'on va partager avec vous des idées et des réflexions pour vous aider à prendre des meilleures décisions tout au niveau de votre carrière, tout au long de votre carrière au niveau de votre fiscalité. Pour ce faire, on va essayer quelque chose de nouveau. Là. C'est la première fois qu'on va le faire, c'est-à-dire qu'on va être 3 à enregistrer cet épisode-là. Peut-être que vous le savez déjà, mais on fait ça à distance. Donc, la technologie, c'est merveilleux, mais c'est quand même un challenge d'être 3. Et on va relever le défi. On va vivre l'expérience avec vous. Donc, en débutant, je suis en compagnie, comme à l'habitude, avec François Joly-Dubois, qui est mon mentor et ami. Ça va bien, François? Très bien, très bien. Reposer des vacances. Enfin, la saison 2 en forme top shape. Top shape. On l'attendait quand même, cette saison-là. Oui, puis on commence un petit peu en retard, je trouve. On a pris des mauvais plis, des longs congés des fêtes, mais là, la prochaine année, là, on va être assidus à chaque 2 semaines. On va être assidus. Mais une petite pause, ça fait du bien aussi. Effectivement. Et pour, dans le fond, amener du sérieux à ce sujet-là qui est quand même imposant, on est en compagnie de Vincent Busque, fiscaliste d'expérience, qui a accepté gracieusement notre invitation pour venir nous partager son savoir et ses connaissances. Ça va bien, Vincent? Oui, bonjour, ça va bien. Ça me fait plaisir d'être présent sur votre podcast. Il y a plusieurs des membres du Club des initiés qui me connaissent, puis je vais tenter là, de vous orienter dans vos décisions fiscales en lien avec le trading et la détention de placement. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Faut quand même, j'ai une petite tâche à faire là, qui est un petit peu ingrate avant qu'on commence. On doit vous lancer un avertissement très important. Ce qu'on va jaser ensemble aujourd'hui, ou dans les peut-être plus qu'un podcast, là, ça va dépendre du temps que ça va nous prendre. C'est pas des recommandations, c'est pas des suggestions. Puis en aucun cas, on veut vous inciter à prendre des décisions là, rapides ou non éclairées ou faire des changements dans vos structures. Là. On ne connaît pas votre situation, puis il va être impératif, avant de faire quoi que ce soit avec les idées qu'on va véhiculer aujourd'hui, d'en discuter avec votre comptable et ou votre fiscaliste. Hein? Donc, tenez-vous là pour dit, là, c'est vraiment important. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est réfléchir ensemble à des idées et des possibilités qu'on peut explorer par la suite. Puis avant de les mettre en application, vous avez le devoir de valider tout ça avec vos conseillers. Et voilà, c'est fait. Et dans le fond, on va se donner une petite structure à cet épisode-là là, pour essayer de garder de l'ordre. Moi, je vais servir de lien entre tout ça. Là. Je vais énoncer un sujet. On a comme un pot pourri de plein de sujets. On a ramassé des questions des membres. On a sorti un paquet de questions. Puis, donc, je vais nommer le sujet ou la question. Puis après ça, je vais lancer Je vais lancer ça à Vincent. François va commenter, on va en jaser brièvement, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça vous va, messieurs? Oui. Très bien, très bien. Mais c'est ici qu'on va voir chacun ses forces. Je pense que Patrick est très bon animateur. Moi, je suis bon avec les chiffres, mais pour tout le reste, Vincent, il va parler beaucoup, puis chacun son domaine. Habituellement, moi, je fais beaucoup d'interventions, mais là... Comme nos auditeurs, je vais écouter attentivement pas les conseils, ni les recommandations de Vincent, mais c'est sa réflexion sur le sujet. En fait, c'est que si possible, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que si vous ne comprenez pas ce que je dis, il est possible que les auditeurs aussi ne comprennent pas totalement. Fait que n'hésitez pas là, à me couper, puis... À cause des fois, la fiscalité, on peut utiliser des mots qui semblent complexes, mais j'essaie de le vulgariser le mieux que je peux généralement. OK.
C'est très apprécié. On va se garder ouvert à poser nos questions. Bon. Puis moi aussi, je suis très à l'écoute parce que quand on a fait une rencontre préliminaire, puis quand je suis sorti de la rencontre, j'étais déjà positivement troublé. Là. Ça nous force. En fait, ce qui est le plus important, c'est que ça nous force à se questionner si on fait les bonnes choses. Ouais. Si on continue de se questionner, ben on est sur la bonne voie, puis on va trouver les réponses. Mais si on ne se questionne pas, puis on s'en va de même au gré du vent, ben ça donne quelque chose. Puis souvent, ben ça ne donne pas ce qu'on voudrait que ça donne. Hein? Donc, on se lance. C'est parti, le pot pourri. Donc, pour commencer, moi, je voulais mettre, dans le fond, une petite emphase sur certains principes de base à retenir qui sont souvent véhiculés, là, qu'on entend à gauche, à droite. Et il faut quand même les retenir, ces principes-là. Là, puis Vincent va pouvoir les commenter. Mais le premier principe que je veux partager, c'est que tout ce que vous faites, dans le fond, pour vos stratégies fiscales, si un jour vous faites vérifier ou si un jour l'agence gouvernementale émet une cotisation pour vous envoyer une facture, bien, soyez conscient que c'est à nous, le contribuable, de se défendre pour prouver l'inverse. Fait, contrairement au code civil ou au code criminel, où si on est accusé de quelque chose, la partie qui poursuit doit démontrer qu'on est coupable, c'est l'inverse ici. Donc ça, c'est quand même important comme dynamique, ça change complètement tout. C'est ça. Donc, vraiment, en impôt, à la base de la loi de l'impôt, c'est un principe d'autodéclaration. Donc, c'est tout le temps les contribuables canadiens qui doivent déclarer avec toute leur connaissance la totalité de leurs revenus. Donc, c'est pour ça que quand on a un avis de cotisation, on a le droit d'aller en opposition, tout ça, mais c'est vraiment à nous, comme Patrick le mentionne, d'établir la preuve que c'est eux qui ont tort. Parce que, a priori, ils vont avoir raison puisque c'est nous qui avons fourni la déclaration de nos revenus. On a commis une erreur, on a oublié des éléments, oublié des crédits d'impôt, où on en a trop pris. Souvent, c'est ça, où on a déduit des dépenses qui n'étaient pas déductibles. Mais après ça, c'est vraiment le fardeau de la preuve est au contribuable pour tenter de réduire l'avis de cotisation ou voire de la faire éliminer. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important parce que donc, on essaie d'être le plus droit, le plus propre, le mieux structuré possible dans ce qu'on fait pour être capable de se défendre éventuellement s'il y a une cotisation. D'où l'importance, je suis fatiguant avec ce mot-là, mais d'où l'importance d'avoir un comptable de qualité. Parce que des fois, il y a des comptables, ils ont la comptabilité créative assez poussée. Donc, des fois, c'est mieux de peut-être payer un peu plus cher ou y aller avec un comptable là, qui flirte pas trop avec les zones grises et puis donner l'heure juste. Parce que j'imagine que certains auditeurs, c'est arrivé, là, se faire cotiser de quelques milliers de dollars puis être obligé de se défendre, surtout contre la grosse machine du gouvernement. Des fois, ça peut devenir assez lourd et assez long aussi. Donc, aussi bien de la jouer fair game en partant. Puis, comme Vincent dit, souvent, c'est de notre faute parce qu'on donne de la mauvaise information. Donc, le gouvernement prend en compte que vu que c'est de notre faute, bien, il nous cotise automatiquement. Là. Donc, allez-y donc avec un comptable de qualité puis avec quelqu'un qui connaît bien son domaine. Là. Puis, ce que ça fait aussi, votre structure personnelle, votre rigueur dans la tenue de vos livres, dans tout ça, là, dans vos pièces justificatives, tout ça, très important. Moi, j'ai eu le privilège, là, il y a quinzaine d'années, de me faire vérifier là, pendant 2 semaines, vérifier tout. Puis j'étais très, très, très rigoureux dans ma comptabilité. Donc, disons que j'ai mieux dormi. C'est tout simple que ça, si on veut bien dormir. J'aime bien, j'ai eu le privilège de me faire auditer. Ah bon, c'est le privilège. OK. Ben, ça a été un excellent cours, hein, en fait. Puis j'étais clean dans mes affaires. Donc, ça aussi, c'est important. Tu sais, si t'es tout croche, ben là, ça devient une source d'angoisse. Mais quand tu es rigoureux dans tes choses puis tu y vas droit, ben on dirait que là, j'ai vu ça comme un cours. J'ai vraiment pris ça comme un cours intensif de 2 semaines. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, advenant qu'il y a des gens qui ont de la misère à dormir avec certaines déclarations de revenus qu'ils ont effectuées, c'est important de mentionner en fait que le délai de prescription, donc le gouvernement peut vérifier vos registres d'entreprise ou personnel 36 mois suivant la date de l'avis de cotisation. Donc, c'est vraiment la date qui est inscrite sur votre avis de cotisation qui prévaut. On parle de 6 mois, de 3 ans après cette date-là. Puis c'est souvent, là, on produit la déclaration de revenus. Les comptables, on a un délai de 6 mois. Je vous dirais qu'actuellement, on est souvent dans le délai maximal. Donc, l'année terminée, on a 6 mois pour produire. Eux vont vous cotiser. Des fois, ça peut prendre 2-3 mois. Ça fait que
En réalité, on dit 36 mois, mais souvent, c'est 42 ou 44 mois après la fin de l'année qu'ils peuvent revenir voir vos livres. En cas de fraude, là, vraiment, ils peuvent ouvrir les années fiscales. Il n'y a pas réellement de prescription. Mais moi, je parle là, des erreurs non volontaires, à titre d'exemple. OK. Donc, le temps fait son œuvre aussi. On a quand même une certaine latitude, mais dans tous les cas, soyez bien droit et rigoureux. C'est le message que moi j'ai envie de lancer. Après ça, un autre principe de base que j'entends à gauche, à droite, là, c'est on cherche à aller chercher, c'est bien dit, le plus possible à court terme. Donc, déduire le plus de choses possible ou aller en chercher le plus possible ou payer le moins d'impôts possible à court terme. C'est un principe qui fait du sens quand on y pense. Mais des fois, est-ce que c'est toujours pertinent? Parce que Vincent m'a expliqué l'autre fois un exemple avec propriétaire d'une compagnie, dans le fond, vers la fin de sa carrière, qui a beaucoup de REER. Ça amène plein de bâtons dans les roues là, dans les stratégies qu'on peut faire. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que vous avez vraiment votre vision à long terme aussi là-dedans ou vous essayez vraiment d'aller chercher le plus possible à court terme? C'est quoi ton opinion, Vincent, de ça? Ben, l'idée qu'on avait eue, c'était en fait un entrepreneur qui, lui, durant toute sa vie, va accumuler beaucoup de REER. C'est connu qu'en fait, à 71 ans, le REER se transforme en fer. Le fer, c'est un retrait obligatoire du REER à toutes les années. Donc, si, à titre d'exemple, l'entrepreneur a accumulé, il a été vraiment à succès dans ses placements, puis son REER est rendu à 3 millions, ben, à 71 ans, il est obligé de le décaisser annuellement un montant fort élevé. Puis moi, après ça, souvent, les gens vont avoir une compagnie de gestion qui vont accumuler d'autres liquidités. Mais là, après ça, j'ai la problématique que je ne peux plus sortir l'argent de la compagnie de gestion sans payer des impôts qui sont très élevés. Le REER, on pourrait prendre notre premier ministre, François Legault, qui, je pense qu'il y a un REER de proche de 6 millions. Ben, c'est sûr que lui, il doit être actuellement en train de trouver une stratégie pour le décaisser du vivant le plus rapidement. Donc, c'est juste que le REER, notamment pour les entrepreneurs, c'est peut-être pas la meilleure alternative. On va en reparler là, dans d'autres sujets plus tard dans le podcast. Mais c'est des fois que les décisions qu'on prend aujourd'hui en fiscalité peuvent avoir beaucoup d'impact dans le futur. Cette situation-là du REER, ben, malheureusement, avec les bébés boomers qui sont vieillissants, ben, on est de plus en plus les fiscalistes en gestion de la planification successorale puis du legs des fortunes. Il ne faut pas oublier que le REER, c'est imposable au décès. Donc, s'il nous reste 1 million au décès, ben, c'est grosso modo 50% qui va être remis aux impôts. Donc, il faut y penser que là, lorsque j'ai une société de gestion, par exemple, ben là, j'ai beaucoup plus d'alternatives pour réduire l'impôt au décès. Fait qu'il y a des décisions qu'on peut prendre aujourd'hui qui peuvent avoir des conséquences dans le futur. Peut-être un peu, qu'est-ce que je voulais dire par là? Mais c'est ça. Fait que souvent, on peut tenter de dire, on y va à fond pour aller en chercher le plus possible à court terme, mais la vision à long terme, moi, je trouve qu'elle est encore très importante, comme Vincent vient de nous donner avec son exemple. OK, donc on continue. On va poursuivre notre aventure là-dedans, notre exploration. On doit retenir qu'il y a 2 grands types d'imposition qu'on va retrouver. Hein? En plus, là, on rentre plus au niveau des placements puis du trading. Donc, on a soit le gain en capital ou le revenu d'entreprise. Puis, c'est pas le même traitement les deux, puis c'est pas les mêmes situations les deux. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, monsieur le fiscaliste? Bon, ben, ici, premièrement, il faut vraiment mentionner que c'est un sujet qui est actuellement pas tellement documenté. Qu'est-ce que je vais vous émettre? C'est strictement ma position. Il pourrait y avoir d'autres fiscalistes qui vont avoir des positions totalement différentes de la mienne. L'Agence du revenu du Canada pourrait avoir une position aussi tout à fait différente. Il n'y a pas tellement de précédents en matière de day trading, mais on peut se baser sur d'autres secteurs de l'industrie pour établir des critères qui viennent de la Cour suprême du Canada qui, en fait, sont en soi assez simples. L'élément principal, c'est qu'il faut se poser la question entre le revenu d'entreprise et le revenu de gain en capital. Est-ce que c'est ma principale source de revenus? Est-ce que c'est cette activité financière-là qui me permet
de payer mes biens de consommation, en fait, de vivre. C'est-tu vraiment une entreprise pour moi ou, je sais pas, moi, je vais prendre mon exemple, ben moi, j'ai un revenu de salaire de fiscaliste, puis sur le côté, oui, je fais des transactions courtes, à court terme, j'en fais quand même passablement dans une année, mais si je compare les revenus des deux, c'est vraiment pas la même proportion. Ensuite, les autres critères qui ont été élaborés par la Cour suprême, c'est le niveau de connaissance. Ben, si je compare mes connaissances que j'ai acquises en fiscalité versus les connaissances que j'ai en trading, c'est encore une fois vraiment pas comparable. Mes compétences sont beaucoup plus élevées en fiscalité. Après ça, ben, on va aller voir sur le capital qui est investi. Combien de capital que je mets en jeu en day trading versus, par exemple, ben, mon actif net, la totalité de mes autres actifs, ben, je vous apprends rien aujourd'hui que ceux qui me connaissent dans le club des initiés, j'ai pas mis la totalité de mon actif en day trading, mais juste une infime portion. Puis à partir de là, ben, c'est clair que pour moi, c'est beaucoup plus un gain en capital. Je consacre peu de temps, j'ai un emploi à temps plein, j'ai beaucoup plus de connaissances dans mon emploi, mes revenus, la proportion est beaucoup plus élevée dans mon volet salaire. C'est sûr que je pourrais être chanceux, puis frapper un coup de circuit, puis faire un très gros montant, puis une fois, ça deviendrait plus important que mon salaire, à titre d'exemple. Mais il faut voir la photo globale de tout ça. Il ne faut pas seulement s'arrêter au nombre de transactions ou le délai de détention. Le meilleur exemple, des fois, je compare aux agents immobiliers. Les agents immobiliers, c'est clair qu'eux, ils représentent des gens pour acheter ou vendre des maisons. Mais c'est sûr que si un agent immobilier achète une maison et la revend à profit, ben, il ne pourra pas dire que c'est un gain en capital parce que c'est ça son travail, d'acheter puis de vendre des maisons. Il consacre la totalité de son temps à ça. Toutes ces immobilisations, son capital est mis en activité pour générer un revenu de vente de maison ou d'aider des acheteurs à trouver leur maison. Donc, c'est vraiment je pense que c'est assez clair que c'est vraiment le concept global qu'il faut regarder. Puis pas seulement arbitrairement le nombre de transactions ou ces éléments-là. C'est comme François, ben lui, c'est évident que c'est un revenu d'entreprise parce que il fait ça de sa vie depuis 21 ans de mémoire. 28 ans. 28 ans. 28 ans, oui, c'est ça. 28 ans, mais tu as commencé, tu avais 21 ans. Ah, même pas, j'ai commencé à 18 ans et demi, 19 ans. Donc, le jour 1, quand j'ai mis mon pied sur le parquet de la bourse, moi, définitivement, c'était du revenu d'entreprise. Fait que c'est ça. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont comme moi, qui ont décidé de lâcher peut-être leur emploi pour transiger à temps plein, gain de capital, enlevez-vous ça de la tête. Là. Vous pouvez essayer de le passer, mais comme on dit, juste à temps que vous allez vous faire cotiser, ça va être considéré comme du revenu d'entreprise. Là. Donc, puis en plus, c'est ça, comme Vincent a dit, transiger dans les REER, on va en parler plus tard, mais dans les REER CELI, si vous êtes un négociateur temps plein, soyez très prudent là-dedans parce que, comme Vincent dit, selon les notions ou selon votre but de transiger, ça peut rapidement devenir du revenu d'entreprise. Là, comme aussi, encore comme Vincent dit, le nombre de transactions, que ce soit 50 transactions ou 2, si vous êtes négociateur indépendant comme moi, si vous faites une transaction rapide dans votre REER ou dans votre CELI, mettons 2-3 dans une journée, vous pouvez ça peut lever un red flag, là. Ça peut devenir rapidement du revenu d'entreprise. Fait que pour le commun des mortels, je pense que c'est du gain en capital, mais quand même, vérifiez avec votre comptable puis selon votre situation. Mais si vous êtes négociateur temps plein, revenu d'entreprise automatique. Donc, des fois, il y a des zones grises, là, mais cette zone-là, revenu d'entreprise, si vous êtes négociateur temps plein, si c'est votre revenu principal, c'est du revenu d'entreprise. Donc, posez-vous pas de questions. Un exemple fort simple, mettez-vous, c'est sûr qu'aujourd'hui, les déclarations de revenus sont analysées à prime abord par des ordinateurs, mais si votre déclaration sort dans le lot pour une vérification, parce que c'est toujours aléatoire, je vais prendre mon exemple, si moi, à la ligne revenu d'emploi, c'est écrit 100 $,
puis à la ligne revenu, gain en capital, c'est écrit 1 $, c'est assez évident que c'est pas ma principale source de revenus. Mais si, à l'inverse, ben, revenu d'emploi, 100 $, puis gain en capital, 250 $, puis j'en transmets 1, 2, 3 déclarations comme ça, ben, dites-vous, à la 4e année, c'est là qu'ils vont venir vous voir. Pourquoi? C'est que pour le gouvernement, c'est beaucoup plus intéressant de cotiser un particulier ou une entreprise sur 3 ans, puisque si vous êtes en faute à partir de l'année 1, ben eux, ils engraissent des intérêts pendant les 3 années. Donc, le montant d'impôt qu'ils vont récupérer est beaucoup plus intéressant de vous laisser aller et que vous, ben, volontairement ou involontairement, vous réalisez l'erreur de vous imposer sur du gain capital. Ils vont arriver la 4e année, ils vont dire non, ça aurait dû être du revenu d'entreprise quand on regarde ta situation, ton contexte. Ben là, je peux vous dire que l'impôt va vous coûter cher, mais les intérêts et les pénalités vont également vous coûter pratiquement aussi cher que l'impôt en réalité. C'est un petit peu leur stratégie. Donc, vraiment, au départ, d'analyser notre situation. Puis, si vous n'avez pas de revenus de salaire, puis votre seul montant que vous déclarez dans votre déclaration de revenus, c'est des revenus de placement actifs que vous transigez, ben, selon moi, la réponse est assez claire dans ces cas-là. Si, dans le fond, par hasard, tu as acheté pour 1000 $ de Bitcoin l'année où il a été inventé, puis là, tu as ressorti ça dans son pic, tu as fait je ne sais pas combien de millions. Ouais. Ça peut arriver une fois, mais comme tu dis, ça n'arrivera pas 3-4 années en ligne, que tout ton placement il est plus gros que... C'est ça. C'est un bon exemple, Patrick, parce que moi, je suis pas un négociateur actif comme François, puis j'en ai fait des bons coups, même dans mon CELI. J'ai acheté des actions de Bitfarm qui étaient au plancher à 43 cents, puis des ventes quand il avait vraiment monté. Ça m'est arrivé. Donc, mon CELI, c'est grandement apprécié. Mais est-ce que je le fais année après année? Est-ce que c'est vraiment ça ma plus grosse source de revenus? Non. Tu sais, c'est que François, lui, c'est clair que sans le trading, il y aurait peut-être de la difficulté à faire tous les paiements. Tu sais, puis la Lamborghini, peut-être qu'il l'aurait pas. J'allais dire que peut-être tu aurais un autre métier, mais du moins, tu sais, c'est clair que c'est ça ta principale source de revenus. Moi, tout le monde sait que j'aime les chiffres, mais j'aime bien l'exemple de Patrick qui dit si vous aviez acheté quelques milliers de dollars de Bitcoin lors de sa création, vous seriez millionnaire. Vite, moi, je dirais peut-être milliardaire, parce que quand c'est sorti, ça valait pas gros. Ça valait pas gros. Puis quelques milliers de dollars, là, je pense que ça serait intéressant de faire le calcul. Là. Mettons 1000 $ investis quand c'est sorti, comment ça valait dans le top, quand le Bitcoin valait 65 000. Je pense qu'on parle pas de millions, mais plus de milliards. Mais bon, c'est des détails, c'est juste des chiffres. C'est des balivernes. Oui. Juste aussi parce que les gens ils disent revenus d'entreprise, revenus gain capital. On va expliquer la base aussi pour l'imposition pour les gens. Le revenu, quand on parle d'entreprise, c'est que la totalité du revenu est inclus dans notre revenu imposable. Donc là, on vient s'imposer à notre taux marginal combiné. Donc, plus qu'on en gagne, plus notre taux d'impôt va monter. Voyez-vous, là, à partir de 216 000 au Québec, c'est 53,31 % d'impôt. Et quand c'est du gain capital, le gouvernement nous autorise d'inclure dans notre revenu imposable seulement 50 % du gain. Fait que c'est là l'économie d'impôt, c'est qu'il y a toujours la partie non imposable qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Donc, c'est pour ça que les gens vont être intéressés à aller chercher le gain en capital lorsque c'est personnel. Lorsque c'est en société, c'est un petit peu différent. On le couvrira un petit peu plus tard, la société, dans le fond. Là. Puis, tu sais, ce que vous avez mentionné, moi, je le vois très bien, parce que j'ai un ami qui a plusieurs années, dans le fond, lui, il jouait au banco. Mais je dirais au banco, la loterie, là, de façon extrême. Puis, il y a comme des poules là-dedans, puis le monde, ils savent les probabilités, les numéros ne vont pas sortir, il y a tant de chances que le numéro sorte. Puis, le monde, ils font un genre de trading là-dedans, là, tu sais, c'est quasiment structuré. Puis, il y avait eu certains gains, puis, tu sais, il y avait comme...
il allait au dépanneur changer ses billets, puis là, il déposait ça dans son compte. Tout ça. Puis un jour, il s'est fait vérifier, puis il s'est fait cotiser sur tous ses gains de banco parce qu'ils ont dit tu fais ça de façon professionnelle. Parce qu'il y avait vraiment. C'est pas tout le monde qui achète, je sais pas moi, 50 billets de banco 3 fois par semaine. C'est pas commun, là. Fait que c'est un exemple, je pense, qui sert aussi. Fait que là, on voit un petit peu les bases à comprendre où on se situe. Si vous êtes un investisseur long terme dans votre REER, que vous avez acheté du Apple, puis vous laissez ça là 20 ans, puis que vous achetez un petit peu à chaque mois un montant là, pour accumuler votre portefeuille, mais c'est clair que vous n'êtes pas un trader actif. Mais c'est sûr que vous êtes un scalper, puis que vous faites du swing trading quelques jours, puis que vous en faites beaucoup, puis qu'à un moment donné, ça devient plus important, puis que vous avez un capital pour le trader, puis vous avez des revenus. Mais faites attention de considérer que c'est vraiment un revenu d'entreprise. Puis le point qui est important que Vincent m'a souligné l'autre jour, je crois, je ne me souviens pas si on en a parlé tantôt, mais c'est qu'une fois qu'on a passé au revenu d'entreprise, c'est très compliqué de revenir au gain en capital. C'est difficile de dire « Ah non, je ne suis plus un professionnel maintenant dans mon milieu. » Donc ça, il faut faire attention à ça. Hein? En effet, c'est la continuité des méthodes qui est un concept central avec l'ARC. Dans plusieurs domaines, on peut choisir des méthodes. Donc, si on se déclare comme du revenu d'entreprise, bien, comment qu'on va prouver qu'on n'a plus l'expertise d'être bon en trading, même si on arrête, là. Si François, demain matin, il arrête de trader, là, comment qu'on va prouver que François, dans 5 ans, il a complètement oublié toutes ses notions de trading puis que ça ne l'avantage pas versus quelqu'un qui fait ça comme moi à temps partiel ou les soirs, les fins de semaine. C'est vraiment dur de sortir de cela. Là. Bonne réflexion. Puis c'est une question que je me pose, puis peut-être que d'autres auditeurs peuvent se poser. Je ne suis pas proche de la retraite, mais si j'arrête de transiger temps plein, puis je décide de gérer mon portefeuille plus investisseur long terme, comme tu dis, est-ce que je vais être considéré encore comme, vu que les notions sont toujours là, ça peut-tu devenir du gain capital ou ça reste, je suis tagué à vie revenu d'entreprise? Bonne question. Ben, c'est ça. C'est une bonne question. Puis je te dirais, est-ce que j'ai la réponse aujourd'hui? Faudrait voir avec ton fiscaliste, c'est pas moi, mais voir vraiment dans la jurisprudence combien de temps, qu'est-ce qu'il faut démontrer pour s'en sortir de cette norme-là. Le meilleur exemple, c'est des agents immobiliers. Beaucoup d'entre eux achètent des lots de terrain ou ils achètent des propriétés puis ils veulent les revendre. Des fois, en se disant, il y a le concept de fiducie. Si c'est pas toi qui es le gestionnaire de la fiducie, qui n'est pas fiduciaire, puis que ces placements-là sont gérés par d'autres personnes, ben c'est sûr que là, tu as un préjugé favorable parce qu'en théorie, tu n'interviens pas dans les placements qui sont détenus par la compagnie qui est détenue, elle, par une fiducie. Mais encore là, c'est vraiment un concept qui sera exploré, je dirais, dans la jurisprudence, de voir quand est-ce que ça s'élimine, parce que c'est des connaissances comme moi, fiscaliste. Si je deviens consultant ou que je ne suis plus salarié, ben ça va toujours être du revenu d'entreprise là, que je réalise mes mandats à 70 ans à la retraite. Si je facture des gens, ça va quand même être du revenu d'entreprise. Je n'aurais pas perdu mes connaissances nécessairement. Même chose pour Patrick. Là. Mais en même temps, tu pourrais avoir une compagnie, puis c'est ta compagnie qui facture, puis toi, tu te payes un jour, tu revends tes parts de ta compagnie, puis là, tu auras un gain capital. Tu sais, on peut jouer quand même avec ça. C'est intéressant. On réfléchit. Si ça a fonctionné pour notre ancien premier ministre, Paul Martin, puis sa société de bateaux, je crois qu'il était en fiducie, justement, puis il réussit à s'en tirer facilement. Je ne veux pas dire facilement, là. Je veux dire, il y a plein de... Encore là, c'est de la comptabilité créative, là, puis... mais ouais. Bref... c'est rendu à un niveau aussi qui est plus avancé aussi, là, rendu là. Oui, effectivement. Je crois pas que c'est quelque chose qu'on va pouvoir régler aujourd'hui dans un podcast. Non. Là, je vais vous dire, les amis, ça fait déjà presque 30 minutes. Fait que notre premier épisode est terminé déjà.
Fait que pour les gens qui nous écoutent, ben, on va devoir patienter un petit 2 semaines avant de nous entendre. Puis nous, on va quand même poursuivre le sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à couvrir. Donc, à tout le monde, je vous souhaite des belles réflexions. C'est un point de départ, mais on se revoit dans le prochain podcast puis on continue notre exploration de la fiscalité. Bonne réflexion à tous.